Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je voudrais aborder la problématique du travail quand on est concerné par des troubles psychiques. En effet, je me pose beaucoup de questions sur le sujet. En fait, moi, je suis tombée malade quand j'étais en... Enfin, les problèmes avaient commencé avant, mais en gros, j'étais en Master 1 en politique publique à Sciences Po Lyon. Et voilà, donc je suis tombée malade, je suis allée en psychiatrie 2 jours. Et donc, j'ai jamais pu rentrer dans le monde du travail comme l'ont fait mes amis. Donc, j'ai jamais eu d'emploi classique au sens d'un 35 heures. Mais j'ai plutôt eu à droite à gauche de petits emplois rémunérés, maximum 8 heures par semaine. C'était jamais dans mon domaine de formation, c'était par exemple de la garde d'enfants, ce genre de choses. Et pour l'instant, en fait, je peux pas faire plus à cause de mes problèmes de santé. Et ça me complexe beaucoup parce qu'en fait, je vis mal de pas être dans la norme, sachant que le travail, c'est une valeur très importante dans notre société. Je suis toujours très gênée quand on me demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais comme travail ?» L'année dernière, pendant 2 mois, j'ai cherché du travail, mais j'ai eu aucune réponse positive, que je mentionne ou non le fait que j'ai un handicap psychique. Et c'était un échec que j'ai très mal vécu, ça m'a mis un sacré coup, j'ai même décompensé. Et voilà, donc c'est un sujet qui m'intrigue et je me demande comment font les autres qui sont atteints de troubles psychiques pour appréhender le monde du travail. Et donc je vais interroger mes camarades de GEM Aube pour un peu savoir comment eux le vivent. Qui voudrait commencer ? On peut lever la main. Martin, tu veux commencer ? Est-ce que tu as déjà travaillé avant de tomber malade ? Comment ça s'est passé ? En fait, moi, j'étais malade depuis la naissance, angoissé, inhibé, mais ça se voyait peu jusqu'à mon arrivée au lycée et, disons, la survenue de la puberté et une évolution morphologique m'a plongé dans une profonde crise. Je suis devenu très inhibé, angoissé. Et j'étais pas normal, je pouvais plus être en classe, ils m'ont renvoyé en première. D'accord, mais est-ce que plus précisément sur le travail, est-ce que tu as pu travailler ? Oui, j'ai fait des études qui ont mené à la maîtrise biochimie. J'ai déjà travaillé pendant les vacances quand j'étais étudiant à la faculté, vers l'âge de 20-21 ans. Des emplois temporaires pendant l'été de manutentionnaire et de cantonnier une fois en Allemagne. Et j'ai connu des ennuis. En fait, je l'ai su par la suite, j'avais été mal perçu par mes supérieurs au contremaître. Ils devaient voir que j'étais manqué de réactivité, que j'étais toujours dans mon monde intérieur, inhibé. Je ne m'exprimais pas assez avec les gens autour de moi ou mes supérieurs au travail. En Allemagne, j'ai même été carrément renvoyé d'une équipe dans une entreprise qui réparait ou installait des routes. Heureusement, une autre équipe m'a accueilli. Donc j'avais déjà des ennuis d'emploi durant l'été à ma vingtaine. Plus tard, après mes études, j'ai fait un remplacement d'enseignant dans un collège à Mutzig. Et là aussi, en fait, c'était de toute façon dur d'être remplaçant, de ne pas être formé pour être enseignant. Mais en fait, mes inhibitions, mes angoisses, ça devait se voir quelque part et ça a aggravé mon cas devant les classes. Et j'ai pu savoir des années plus tard qu'ils avaient sûrement, le conseiller principal d'éducation avait sûrement laissé sur moi une appréciation négative au rectorat.
Parce que des années plus tard, j'ai repostulé un poste de remplaçant d'enseignant et j'ai pas été appelé et j'ai pensé que j'avais une appréciation négative qui faisait qu'il recevait plus ma candidature. J'ai aussi été surveillant à l'âge avancé de 52 ans dans un collège du Haut-Rhin. Et là encore, bien que j'allais beaucoup mieux à l'âge de 50 ans par rapport à ce que j'étais à 20 ans, 25, 30 ans, c'est un poste surveillant conseiller d'éducation beaucoup plus difficile qu'on pourrait se l'imaginer, puisqu'on sait qu'on appelle ces gens-là des pions. Mais en réalité, il faut être très bien dans ses bottes et être pas du tout paranoïaque. C'est un peu comme un métier de policier. Il faut être très organisé, bien sûr. Ça me faisait pas forcément défaut. Mais les relations avec les élèves étaient aggravées certainement par mon mal résiduel, puisqu'il était très atténué à partir de 40-50 ans par rapport à ce qu'il était à ma vingtaine. Donc ça restait quand même compliqué, la question du travail pour toi, en fait. Oui. On n'aura peut-être pas le temps de voir toutes tes expériences professionnelles pour laisser la parole aux autres, mais en gros, ça n'a jamais été quelque chose de simple pour toi. Non, il aurait fallu des travaux bien adaptés à mon cas, que j'aurais pu des métiers que j'aurais pu très bien faire, mais là j'ai choisi des métiers que j'aurais dû éviter. D'accord, on va voir ça dans un deuxième temps. Alexandre, est-ce que tu veux nous partager ton expérience avec le monde du travail? Est-ce que tu as déjà travaillé? Oui. Oui, qu'est-ce que tu as fait comme travail? J'ai travaillé en ESAT, en communication. L'ESAT, c'est quoi, nouveau? C'est quoi? Oui, c'est analytique et communication événementielle. ESAT, je crois, j'ai pas la définition en tête, mais c'est un endroit qui est spécialement dédié aux personnes en situation de handicap. C'est un travail adapté. Et comment ça s'est passé? Là où j'ai travaillé, ça s'est pas bien passé. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que je trouvais que je n'évoluais pas et que ils ne le comprenaient pas. Que pour moi c'était pour moi c'est une aide, un ESAT. C'est pas toute ma vie je reste là-bas et normalement voilà, il y a des choses qu'ils devraient faire et ils ne le faisaient pas. D'accord, donc toi tu aurais voulu que ce soit un tremplin pour aller ailleurs, c'est ça, si je comprends bien? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Enfin, de toute façon, surtout, à la limite, ça me dérangerait pas, mais moi, ce que j'attends, c'est d'évoluer dans un milieu, pas de rester là, parce que je m'ennuie au bout d'un moment, voilà. Ouais. Et tu as eu une autre expérience depuis? Non, maintenant, je suis assez angoissé, je dirais même, que pour reprendre un travail. J'aimerais bien aussi, mais c'est vrai qu'il faut que je travaille dessus, quoi. Ouais, je comprends, hein, on a tous des difficultés et c'est ce qui fait que pour nous c'est compliqué justement d'accéder au monde du travail. Merci. Je vais à présent poser la question à Christian. Toi, je sais que tu as eu beaucoup de travail différents, je crois. Ouais, alors moi j'avais travaillé avant de tomber malade. Travaux d'usine, manutentionnaire à la chaîne, travail en intérim. J'ai travaillé dans le travail social aussi, j'ai travaillé dans un hôtel d'hébergement d'urgence. Après, je suis tombé malade. T'avais quel âge? Dans l'hôtel d'hébergement d'urgence? Non, quand t'es tombé malade. 28 ans. 28 ans, d'accord. Ouais. Donc voilà. J'avais un peu des exigences, enfin je suis un peu comme tout le monde qui a pas de problème, j'avais des ambitions plutôt que des exigences. Puis je suis tombé malade, je me suis remis, au début je suis allé à Pôle emploi, j'ai dit que j'en pouvais plus, que je savais pas chercher un boulot et ils m'ont orienté vers une association qui s'occupait de tous les handicaps, qui m'ont trouvé un travail. C'est quoi comme association? C'était Savoir et Compétences à l'époque. D'accord. Je sais pas si elle existe encore. Okay. Mais ils s'occupaient de tous les types de handicap. Donc eux, et à l'époque, donc c'était 1 an et demi après que je sois tombé malade, je m'étais plutôt bien remis. Et pour moi, travailler à temps plein, c'était me dire que j'avais juste fait une bouffée délirante et que j'étais pas psychotique chronique. Donc travailler à temps plein, c'était important pour moi. J'ai travaillé comme chef d'équipe en
en travaux paysagers, en récolte et dans la viticulture, et avec des personnes handicapées mentales. Voilà, et puis après un an et demi, le travail était physique, j'avais moins de temps libre, et j'arrivais plus à me concentrer, enfin, le monde social me semblait un peu... Enfin, je pense qu'il y a des trucs que je comprenais pas ou que j'avais du mal à admettre, j'ai rechuté. Après, je suis venu à Aube, et en discutant avec les gens de Aube en 2008-2009, j'ai découvert le CIMOT, qui est une association plutôt orientée spécialisée dans les troubles psychiques. Alors si ça te dérange pas, parce que ça fait partie de ma troisième question, le CIMOT, on l'abordera plus en détail Donc en fait, après, ouais. dans un second temps. D'accord, et je voulais juste te demander, donc globalement, oui, ok, donc le CIMOT t'a aidé à trouver du travail, et ça s'est mieux passé après ? Non, en règle générale, je travaille un an et demi, après mes problèmes me rattrapent. Après, ce qui évolue, c'est que j'ai un peu mis une croix sur mes ambitions. Je reviens un peu plus à des problématiques de genre la pyramide de Maslow, là. Oui, c'est les besoins, c'est-à-dire qu'on a d'abord besoin de remplir nos besoins primaires, c'est ça Voilà, et pour l'instant, je cherche des boulots qui rentrent dans cette catégorie-là. Et donc, avoir besoin de sécurité, les besoins financiers, enfin un peu le côté occupationnel, d'être occupé à faire quelque chose. Mais en règle générale, comme Alexandre, à un moment je m'ennuie, j'invente des problèmes, je deviens pointilleux, je deviens perfectionniste, je vois des problèmes où les autres n'en voient pas. Alors est-ce que c'est inventer des problèmes ou c'est... Parce que généralement quand on est angoissé, on a tendance à avoir des problèmes où un petit problème en devient un gros. Ouais, c'est ça. Tu penses que c'est les angoisses? C'est plutôt un petit problème en devient un gros, ouais. et m'empêche d'agir. Okay. Et donc à un moment, je peux plus travailler. Ouais. Après, ce que j'aimerais... Donc j'ai quand même 52 ans maintenant, je pense que ça va être un peu plus compliqué de trouver du boulot. Ma situation financière, je pense que... Au fur et à mesure des années, j'ai aussi appris à... J'ai fait des activités à l'université populaire en me disant que vu que je vais pas avoir beaucoup d'argent à ma retraite, c'était un peu ça les angoisses de sécurité. Travailler, c'était aussi avoir plus de revenus et peut-être une petite retraite. Maintenant que je sais que j'y arriverai pas, j'ai aussi dans mes loisirs développé le projet d'apprendre à vivre avec peu d'argent. Ah oui. Parce que voilà, si j'arrivais à vivre avec la hache, j'aurais peut-être besoin de m'occuper ou de me rendre utile, mais j'aurais pas forcément besoin de travailler. La hache, je précise, c'est l'allocation adulte handicapé. Oui, qui est quand même de 1 000 €. Oui. Voilà. Oui. Donc 1 000 €. À peu 1000, près, 1030, oui. Je sais pas quoi. Voilà, donc c'est un peu ça où j'en suis. Après, okay. Quand je m'ennuie et que j'ai des angoisses, j'ai envie de retourner travailler en m'imaginant c'est quand tu te sens pas bien que tu veux travailler. Ouais, c'est ça. D'accord. Je reviens à Martin. Quels seraient qu'est-ce qui t'aurait facilité si on imaginait un emploi adapté à tes difficultés? Quelles adaptations tu peux imaginer qui te faciliteraient la vie? En fait, moi je pense que certains types d'emplois, j'aurais pu les faire tout à fait, mais j'ai eu le tort de ne pas me mettre dans les mains de services psychiatriques. Quand j'allais très mal à partir de mes 16 ans. J'étais un peu présomptueux et je faisais la politique de l'autruche, donc j'ai pas été suivi par des psychiatres. Je suis sûr qu'on aurait pu faire éventuellement une psychanalyse parce que j'ai vu un psychiatre à mes 19 ans une seule fois, et ça m'a fait beaucoup de bien ce qu'il m'a dit. Et j'ai eu le tort de ne pas me faire suivre. Et j'aurais dû éviter des emplois genre enseignant ou surveillant. En fait, c'est un conseiller d'éducation à l'heure actuelle, mais c'est les anciens surveillants pions. Hein. Donc c'est un accompagnement médical, des soins
t'aurait permis Oui, de... j'aurais dû me faire peut-être suivre une psychanalyse, une psychothérapie en tout cas. Et je pense sincèrement que j'aurais pu faire, par exemple, chercheur en laboratoire. J'ai fait de la recherche, j'ai soutenu une thèse en physico-chimie à l'Institut Charles Sandron. Je pense que j'aurais très bien pu faire ce genre d'emploi, mais d'être devant une classe ou surveillant dans un collège, ça fallait pas que je fasse, parce qu'à un moment ça se voit plus ou moins. Notamment mon supérieur qui est le principal adjoint, qui est responsable de la surveillance des élèves. Et donc mon grand tort, c'est d'avoir échappé à un suivi psychiatrique pour mes névroses, parce que je suis convaincu que c'est de ça que je suis affecté. Aujourd'hui, les symptômes sont très résiduels, et quand j'ai eu mon expérience un peu négative d'enseignant, j'avais déjà 28 ans, où j'avais encore des symptômes sensibles. Et puis mon expérience d'enseignant remplaçant, mon expérience d'enseignant remplaçant, c'était à 28 ans. Puis celle de surveillant, bien que ça paraisse drôle, c'était à 52 ans. Et ce genre d'emploi, j'aurais dû les éviter. Par contre, si je fais la recherche en laboratoire, ça peut aller très bien. Donc en fait, ce serait plus une activité seule, en fait, toi qui te... Non, même en société, mais convenu. pas hyper social, parce que quand vous êtes surveillant enseignant, c'est hyper social. Vous voyez ? Ah oui, oui. En laboratoire, c'est social aussi. Vous êtes en interaction avec d'autres, mais c'est beaucoup moins hyper social. Vous voyez ce que je veux dire à peu près ? D'accord. Ok. Merci. Alexandre, toi, je vais peut-être commencer par ça. Toi, est-ce que il y a un travail qui te plairait de faire ? Oui, ça serait idéalement. Oui, idéalement, ça serait dans le milieu des animaux et la nature, quoi. D'accord. Enfin, tout ce qui tourne autour de ça. Et qu'est-ce qui te faciliterait le travail ? Quelles adaptations en lien avec ton handicap te faciliterait le travail ? Tu as une idée ? Mais moi, c'est surtout au niveau social que j'ai du mal. Ouais. Alors, c'est que, voilà, ce serait la communication qui passerait entre les gens. Pour moi, c'est que ça. C'est ça la difficulté, voilà. D'accord. Ça me permet ça permet, oui, aussi d'être bien, en fait, c'est vrai. Que... Oui, c'est... Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo ? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après.
Christian, est-ce que toi... Bon, on va en venir au CIMOT, je sens, parce que ça arrivait dès le départ, mais on va peut-être faire le lien avec ma question. Qu'est-ce qui... Peut-être que tu as trouvé un moment, un travail qui était... où il y a eu des adaptations par rapport à tes difficultés et qui t'ont facilité la vie. Je veux dire, un travail vraiment adapté à toi, sur mesure. Est-ce que ça a existé ? Non. Non, mais je pense que c'est ma faute, quoi. Ah oui ? Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles je m'enthousiasmais. Et à un moment, le travail, c'est réussir à le faire même quand ça fait pas plaisir, quoi. Et ça, même, je pense que même si je tombais sur un travail qui n'est pas une passion, à un moment... Enfin, je sais pas. Je crois que mon problème, c'est vraiment le travail. Où à un moment, c'est pas du plaisir. Le travail, c'est pas que du plaisir, quoi. Donc, mon psy, un jour, il m'avait dit il faut pas aller bien. Il faut pas réussir à faire des choses quand ça va bien. Il faut réussir à faire des choses quand ça va pas. Comme les gens au tennis qui sont en difficulté et qui retournent le match. Qui arrive à rebondir. Moi, en fait, même si j'avais un boulot une passion ou quelque chose comme ça, à partir d'un moment où ça commencerait à devoir un peu puiser, pas les efforts, ça va encore, mais c'est de donner le coup de collier à un moment, d'en faire plus que... Je pense que ça se retrouve dans tous les métiers, et c'est là où malgré tous mes efforts, malgré avoir changé plein de fois de projet, d'être passé à des choses plus humbles, les dernières expériences c'était dans des entreprises adaptées. Voilà, il y a toujours donc une entreprise adaptée, c'est censé quand même être adapté à tes difficultés. Oui. Comme son nom l'indique. Mais même dans les entreprises adaptées, à un moment, quand ils voient qu'on a des potentiels, ils essayent de faire progresser les gens. Moi, je suis jamais rentré dans cette dynamique. Alors tous les gens que j'ai rencontrés, ils espèrent toujours avoir une promotion, progresser, ça les motive. Moi, je sais pas. Enfin, quand on me fout la paix, je m'ennuie, et quand on m'en demande un peu plus, j'ai peur et je deviens perfectionniste. Donc, je sais pas. Là, en ce moment, je fais du bénévolat. Et je me dis peut-être qu'il y a des pistes d'activité qu'on m'a toujours dit être sans issue, comme... Enfin là, j'enregistre des articles pour les personnes déficientes visuelles. Je me suis dit, voilà, pour l'instant, ça me plaît de lire à haute voix. Pour l'instant, je vois pas ce que ça pourrait me permettre de faire comme métier. Mais je me dis que je vais peut-être découvrir des choses et qu'à un moment, pour trouver un nouveau travail, j'ai pas envie de partir de mes projets, mais peut-être plutôt aller en exploration, et peut-être qu'il y a un truc qui va se présenter, quoi. Et donc ça pourrait passer par le bénévolat. Oui. D'accord. Oui, parce que ce que j'aurais pu dire en introduction aussi, c'est que là on parle d'emploi rémunéré, et bien sûr il y a plein d'autres manières de travailler. Dont notamment le bénévolat, qui n'est pas assez valorisé dans notre société, parce que c'est l'emploi type 35 heures qui est très mis en avant. Mais c'est spécifiquement ce qui m'intéressait aujourd'hui. Et oui, est-ce que tu peux nous parler du CIMOT, s'il te plaît ? Alors, le CIMOT, c'est le service d'insertion en milieu ouvert au milieu ordinaire de travail. On est suivi par des chargés d'insertion, ils font des formations. Et comment, pardon, j'ai commencé par le début, comment est-ce que tu es arrivé au CIMOT ? Qui t'en a parlé ? Alors, grâce à Aube. C'est Aube, d'accord. Aube. Alors, au départ, il faut faire une demande quand on fait son dossier AH, il faut être orienté par la MDPH vers le CIMOT. D'accord. Donc la MDPH décide si on peut travailler. Donc la MDPH, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées. Ouais. Et donc c'est la MDPH qui a différentes offres, différentes orientations possibles. Et donc j'étais orienté vers le CIMOT, mais quand je suis tombé malade, les paperasses, j'y arrivais pas.
j'ai un peu laissé tomber. C'est pour ça que je suis d'abord tombé sur une association qui s'occupait de tous les handicaps. Et à Aube, quand je suis arrivé en 2009, il y avait des personnes qui étaient un peu plus... qui étaient orientées par des assistants sociaux. Et j'ai découvert qu'il y avait une association, le CIMOT, qui était destinée spécifiquement aux personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Et donc j'ai fait mon dossier. On m'avait dit qu'il y avait une longue liste d'attente, mais pour moi ça allait très vite. Je sais pas pourquoi. J'ai fait une formation avec eux et j'ai passé un entretien. J'ai fait une formation avec eux et il y a une chargée d'insertion qui s'est occupée de moi depuis 2009 donc. Et le CIMOT n'a pas, contrairement aux autres associations de réinsertion, n'a pas d'obligation de placement. Les autres associations, il faut que dans leurs résultats, quand ils font une formation ou quand ils suivent quelqu'un, à la fin de l'année, il faut qu'ils aient trouvé un boulot à 60%, enfin je sais plus quel pourcentage, des personnes qui le suivent. Alors que le CIMOT n'a aucun impératif là-dessus. D'accord, mais si je comprends bien, tu es suivi par eux depuis 2009 ? Oui. D'accord, et tu les vois à quelle fréquence ? Ça dépend de l'urgence, de l'état d'avancement de mes projets. Quand je suis pas bien et qu'il s'agit de me remettre, je peux les voir qu'une fois par mois, ou alors ça peut se passer au téléphone. Alors que quand je suis en démarche, quand j'ai vraiment besoin d'un travail ou vraiment envie de travailler, je peux les voir une fois toutes les 2 semaines. D'accord, ok, intéressant. Pour des entretiens d'une demi-heure à 1 heure. D'accord. Et il y a d'autres organismes qui t'ont aidé dans la recherche d'emploi ? À l'époque, c'était Savoir et Compétences. Savoir et Compétences. Avec qui j'avais fait un bilan de compétences. Mais j'avais pas de suivi particulier. Une fois que j'avais trouvé un travail, ils avaient fait leur job et je voyais plus personne. D'accord. Moi, j'avais été chez Cap Emploi, qui est la partie de France Travail, enfin anciennement comment déjà ? Pôle emploi. Pôle emploi, merci. Pôle emploi, il y a Cap Emploi, voilà, je vais y arriver. Il y a Cap Emploi qui s'occupe des personnes en situation de handicap, et c'est eux qui m'avaient envoyé vers le CIMOT. Donc je savais pas que tu pouvais accéder autrement par le CIMOT en fait. Peut-être que tu avais déjà une orientation sur ton... Moi j'avais une orientation milieu ordinaire. Oui, c'est ça, c'est l'orientation qu'il faut pour le CIMOT. D'accord, ok, merci. Et j'en reviens à... Charlotte, oui. En fait, j'ai une question. Oui. C'est quoi l'orientation dans les dossiers des assistants ou des personnels sociaux qui accompagnent ces dossiers, vous savez ? Parce qu'on parle d'un accompagnement en milieu ordinaire ou pas ordinaire. Enfin, vous savez à quoi ça correspond ? Oui, je t'en prie, Christian. Pas ordinaire, c'est ESAT. ESAT, c'est pas un milieu ordinaire, c'est anciennement les CAT. C'est un milieu protégé. Les entreprises adaptées, c'est considéré comme le milieu ordinaire. Bien que ça soit... c'est des entreprises adaptées aussi. D'accord. C'est selon les caractéristiques de ton handicap et des difficultés que tu rencontres en fait. Et tu as aussi des orientations où tu ne peux pas travailler du tout. Ou sur l'orientation de la MDPH, on dit que tu es en incapacité de travailler totale. Oui, si je peux te dire Alexandre, quelque chose. je t'en prie. Oui. En fait, oui, c'est vrai que c'est bien de souligner. En fait, par rapport à un ESAT, en fait, c'est pas une entreprise. Ça reste quand même du médico-social. Et le problème, c'est que moi où je travaillais, voilà, ils ne se rendaient pas trop compte. Ça restait une entreprise. Voilà, c'est ça. T'aurais voulu que ce soit plus comme une entreprise, c'est ça ? Non, c'est juste qu'il y ait de l'aide, mais c'est considéré un ESAT maintenant. C'est considéré parce que vous avez des professionnels qui ne sont pas... je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, on n'a pas des gens qui sont compréhensibles par rapport à ce genre de choses. Par rapport à la maladie. Ils sont pas compréhensifs vis-à-vis de la maladie. Oui, c'est... Ouais. Ouais.
Je crois qu'aussi, parce que les ESAT, dis-moi si je me trompe, mais ça regroupe différents types de handicaps, c'est ça? Oui, il faut normalement que ça soit adapté, et moi, c'est pas ce que je voyais. On cherchait surtout à faire du rendement, et c'est pas vraiment normal dans un ESAT, quoi. On va plutôt aider les personnes. Oui, bien sûr. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à rechercher un emploi? Bah après ça, en fait, j'ai pas vraiment, j'admets que c'est vrai que j'ai toujours eu une sorte, c'est difficile à expliquer en fait. C'est vraiment moi en fait qui ai toujours eu du mal à croire, qui se, comment je peux dire ça, à croire dans les gens, quoi, ce que je pouvais faire. Je trouvais que je stagnais, quoi. Voilà. D'accord, tu avais du mal à faire confiance aux gens, aux organismes. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. D'accord, ok. Ouais. D'accord, merci. Et toi, Martin, est-ce qu'on t'a aidé dans tes recherches d'emploi? Il y a des organismes qui t'ont aidé? 2 ou 3 fois, j'étais à Pôle emploi. Et j'avais l'aide ordinaire des employés de Pôle emploi, c'est-à-dire... Parce que tu n'es pas reconnu, non. Tu n'as pas la RQTH, la reconnaissance qualifiée de travailleur handicapé. Mais il faut que je dise une chose, mon emploi principal a été de l'âge de 41 ans à 65 ans. Actuellement, j'en ai 67. J'ai été en profession libérale, prestataire de cours particuliers. D'accord. J'avais une entreprise déclarée, je payais les URSSAF. Et donc là, on va me dire les difficultés que j'aurais rencontrées si jamais vous savez que dans ce genre d'emploi, cours particulier, comme une autre profession libérale, c'est le premier contact qui est très important. Parce que la personne, vous ne connaissez pas, spécialement, éventuellement, elle est venue chez vous par recommandation d'un ami, et elle estime si elle va revenir chez vous ou pas. Donc je pense que j'ai réussi à pas si mal mon emploi de prestataire de cours particulier pendant quand même 24 ans. Mais peut-être que des fois, le premier contact, mon résidu, puisque j'ai commencé à 41 ans où mes symptômes étaient très atténués par rapport à ce qu'ils étaient vers la vingtaine, mais il peut être arrivé que des gens m'ont trouvé un peu, peut-être un peu déprimé. Oui. J'étais un petit peu, et j'ai peut-être eu un manque de succès des fois avec certains premiers contacts à cause des résidus de mes névroses. Mais qu'est-ce que je voulais dire à l'instant Et comment ça s'est passé comme cet emploi de prof particulier? J'ai gagné ma vie correctement, assez faiblement, mais je l'ai gagné. Il faut dire que j'avais pas beaucoup de frais d'existence parce que je dois le concéder, j'habitais dans la maison de mes parents. D'accord. Et j'étais un peu dans l'illusion. Je me rendais pas compte que des gens tout à fait à leur compte doivent payer, même s'ils sont propriétaires de leur logement, doivent payer une taxe foncière. Moi, j'en étais épargné. Et donc, j'étais un peu dans l'illusion, parce que j'étais pas tout à fait à mon compte. Les réparations, genre évier bouché, réfection de l'habitat, j'y échappais. Parce que tu avais l'aide de tes parents, c'est mes parents qui prenaient ça en compte, j'étais dans leur maison. Mais j'ai exercé cet emploi quand même pendant 24 ans. Je sais que je connaissais une personne beaucoup plus performante que moi pour trouver les clients et pour les convaincre ensuite qu'ils reviennent. Mais on peut aussi voir le verre à moitié plein. Donc j'ai quand même pu exercer pendant 24 ans ce métier d'enseignant en cours particulier, déclaré. Donc je payais, parce que c'est assez souvent fait au noir, ce genre d'activité, il faut le dire. On était encouragé à ne pas être au noir par le fait que nos clients bénéficiaient d'une remise fiscale de 50%. Oui, et puis ça permet aussi de cotiser pour la retraite. Et donc, il se peut que certains... J'ai manqué de succès avec des premiers contacts, en partie par mon côté légèrement déprimé, avec certains élèves. Mais sinon, j'ai fait ça a été mon métier principal pendant 25 ans, de l'âge de 41 à 65 ans.
D'accord. Donc, et maintenant tu es à la retraite, donc on peut dire globalement que tu as eu une vie professionnelle assez remplie, non? Dis-moi si je me trompe. Ma vie professionnelle a été surtout entre 40 et 65 ans en étant prestataire de secours particulier. Je suis pas vraiment à la retraite, ça fait 3 ans que j'ai pas de revenus périodiques, mais ma retraite est en train d'être constituée, comme on dit, ou liquidée, je sais plus. Liquidée, je crois. Liquidée, mais elle sera vraiment très faible. Elle sera en dessous de la moitié des retraites faibles. Et pour l'instant, je vis avec mes assurances vie, enfin mes comptes, puis bientôt mes assurances vie qui sont quand même garnies. Hein. Mes assurances vie sont 2 assurances vie garnies. Et ils m'ont mis sous curatelle. D'accord, on va rester sur le sujet du travail. Voilà. Donc, en tout cas, tu as beaucoup travaillé. Non, j'ai pas suffisamment, mais de 40 ans à 65 ans, j'ai donné des cours particuliers. Si on a du mal à être en salarié, employé, on fait ça sa propre entreprise. Et ça peut être adapté à son cas d'avoir des troubles mentaux. Et c'est un peu aussi une idée en vogue, c'est-à-dire de se créer soi-même son travail. Moi, je sais que par exemple, personnellement, j'en serais pas capable. Je crois qu'il y a trop de... Ça demande de faire trop de choses. Oui, Christian? Après, moi j'ai rencontré une personne qui touchait l'AH, qui était suivie par le CIMOT et qui avait créé une micro-entreprise d'écrivains publics et qui sous-traitait des différents travaux administratifs, mais elle n'arrivait pas à gagner un SMIC. Et en fait, vu qu'elle n'était pas salariée, alors je sais pas expliquer le détail pourquoi, mais en tout cas ce qu'elle gagnait en chèque emploi-service et en différents moyens de rémunération n'était pas considéré comme un salaire et donc était entièrement déduit de l'AH. Donc finalement elle travaillait, elle se faisait payer, mais elle ne bénéficiait pas des abattements qu'on peut avoir sur l'AH. Il y a un petit calcul. Et donc, elle continuait à ne pas toucher plus que l'AH, alors qu'elle travaillait. Je crois qu'elle arrivait à dégager 400 € ou 500 € par mois. Ouais, et donc, il lui restait vraiment plus rien, quoi. Les 400 ou 500 € qu'elle touchait étaient déduits. Elle ne touchait que 500 € d'AH. Donc, finalement, à la fin du mois, elle ne gagnait rien de plus. Donc, on n'est pas trop incité... Enfin, l'AH, tout ce qui est la Startup Nation, entreprise, se mettre à son compte, pour l'instant, c'est quand même le statut de salarié qui permet de bénéficier autant pour la retraite que pour les aides sociales. On est quand même plutôt incité à être salarié, quoi. Parce que quand on a un emploi, c'est progressif en fait, la réduction de l'allocation adulte handicapé, c'est ça? Oui, quand on travaille moins de... C'est par palier, je me rappelle plus, oui, mais en dessous on a 80% d'abattement. Ouais. Dans la déclaration des revenus pour la CAF, on a 80% d'abattement pour les sommes gagnées jusqu'à un certain nombre d'heures, qui sont pas énormes. Et après, on a 40% d'abattement. D'accord, je savais pas que c'était que pour l'emploi donc en salarié. fait, moi, le calcul, je l'avais à peu près résumé à ça. C'est qu'en travaillant à mi-temps, quand on est travailleur handicapé et qu'on est salarié, on peut gagner l'équivalent d'un SMIC, un peu plus, en travaillant à mi-temps. C'est ça l'avantage que je trouve à être salarié. Je t'avais pas demandé, tu étais à mi-temps ou à temps plein dans tes emplois? J'ai travaillé 2 fois à temps plein, toujours dans cette optique de me dire que j'étais bien, que je continuais à être malade, mais que ma maladie ne m'empêchait pas de vivre comme tout le monde. Mais que ce soit à mi-temps ou à temps plein, j'ai jamais tenu plus d'1 an et demi. D'accord, peu importe. Donc c'était pas forcément la non, c'était pas la charge de travail qui faisait que je tenais pas longtemps. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon et la charité c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi je prends mon violon
et j'attrape mon archer et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Monde la charité, c'est quelque chose je peux pas faire. Chaque jour moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Presque tous les soirs, traîner tout partout et puis chanter dans le whisky bar. Et des fois tu connais, j'aimerais lâcher puis m'en aller, mais je suis revenu ce soir pour le plaisir de chanter. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon est la charité, c'est que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. François ? Je pensais à ça parce que c'est mon expérience, c'est qu'il y a des choses qui s'appellent les coopératives de retour à l'emploi par l'activité. Et en fait, tu fais comme si tu facturais, donc voilà, mais tu es quand même salarié de la coopérative. Ce qui fait que les questions autour de la hache, etc., et des dégrèvements de la hache se font plus par palier, tout en pouvant quand même produire son activité. D'accord. Ce qui peut être aussi une solution. Oui, parce que vivre avec 1 000 euros par mois, ça reste quand même compliqué. Hein. On est content de l'avoir, l'allocation adulte handicapé, mais c'est compliqué. Oui, mais Christian a dit que si on a un type d'activité, on peut vivre. Si on s'intéresse par exemple à la botanique, je prends un exemple, ça coûte vraiment pas cher de faire de la botanique. Ah, tu veux dire d'avoir des loisirs à petit budget? Moi, c'est mon cas. J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour m'occuper. Moi, je trouve que parfois, dans ma vie sociale, surtout en fréquentant dans mon cercle d'amis, les gens travaillent, ont tous un travail et gagnent plus ou moins bien leur vie, plutôt plus que moi. Et j'arrive pas à suivre niveau sortie, niveau... Voilà, ça me met en décalage d'être... mais je me plains pas, je suis très heureuse d'avoir l'allocation adulte handicapé. Je trouve ça formidable que ça existe parce que ça permet de se soigner. Je vais poser ma dernière question. Je vais demander... oui, Alexandre, je t'en prie, vas-y. En fait, est-ce que tu as déjà essayé de leur en parler à tes amis des problèmes que tu rencontres par rapport au travail Oui, donc mes amis sont au courant que je suis pas en mesure de travailler normalement, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'en ce moment je travaille 2 heures par semaine, je promène le chien d'une connaissance. Et parfois, en fait, même ça, c'est pas évident. Il y a les soins à gérer à côté.
mais je suis déjà contente d'avoir ce petit emploi. Et donc mes amis sont au courant de ma situation et j'ai de la chance, certains d'entre eux sont généreux, je suis souvent invitée quand on va au restaurant par exemple, donc ils sont compréhensifs. Il ne faut pas non plus être trop exigeante envers toi, enfin ça me donne l'impression. Mais c'est possible que je sois trop exigeante envers moi-même. Il y a de fortes chances. La dernière... C'est la société c'est la société qui fait ça aussi, mais il faut vraiment essayer de se voir. Voilà, parce que sinon on va se... Voilà. Ben, merci beaucoup pour ta remarque. Je pense qu'on va la mettre en avant. Oui, j'essaie aussi que les choses, justement, que ça se passe bien, quoi. C'est ça aussi qu'il faut penser. Ouais. Merci pour ces paroles de sagesse, Alexandre. Ouais, merci. La dernière question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est lorsque vous ne travaillez pas, quelles sont les réactions de votre entourage? Est-ce qu'ils vous comprennent? Est-ce qu'au contraire, ils vous jugent? Est-ce que vous êtes senti stigmatisé? Voilà, comment ça se passe? Parce que parfois, le regard de l'extérieur peut être assez jugeant. Martin, est-ce que tu as des choses à dire à ce propos? Je dirais déjà que j'ai pas beaucoup d'entourage. J'ai noté que tu as un cercle d'amis. Moi, c'est sûr, j'en ai pas beaucoup, donc ce problème n'est pas grave d'être jugé. J'étais avec mon père qui devenait très âgé, lui-même ancien prof de maths. Moi, je donnais pas mal de cours de mathématiques. Et donc cette question d'être jugé par l'entourage, je vais quand même réfléchir. Donc non, ça me concerne pas trop ça. Et donc en fait moi je devais voir comment j'étais jugé par mes clients, surtout les nouveaux. D'accord. C'est très difficile dans une activité libérale, ça. Parce que vous avez, je pense à des médecins qui ils ont fait tout leur possible avec un nouveau contact. Il faut quand même se rendre compte, ce contact, ils sont venus chez eux parce qu'ils ont repris un cabinet dans un village. Et c'était d'anciens clients de leurs prédécesseurs. Ils viennent la première fois chez eux, donc à l'adresse dont avait l'habitude le client. Et le client, ils ont fait tout leur possible pour bien se faire voir. Et le client n'est jamais revenu ensuite. Et ça, c'est terrible dans ce genre de métier. Ça arrive à tout le monde. Il y a des médecins qui ont plus de succès, mais qui peuvent être moins bons médecins que d'autres qui ont moins de succès. Oui, et on ne sait pas forcément pourquoi le patient ou le client ne revient pas. Il y a quelque chose et ils ne sauront jamais, parce qu'ils n'envoient pas un questionnaire au client pourquoi il ne revient pas. Et ça, c'est très cruel dans les activités libérales. Ah oui, merci. Merci Martin. Alexandre, toi, comment réagit ton entourage au fait que tu ne travailles pas? C'est bien admis? Franchement, je suis mitigé. Je veux pas m'avancer aussi sur des choses. On a un réglage de micro qui est en train d'être fait par François. Oui, en fait, comme dit, je peux pas m'assurer que ça soit forcément c'est ça. Oui, je ne sais pas trop par rapport au... Je me demande parfois s'ils me jugent, oui, par rapport au travail, oui. Ils te disent quelque chose ou pas forcément? Non, pas forcément. Moi, c'est l'impression que ça me donne que... On comprend tes difficultés et on respecte le fait que tu... Parfois, je suis pas sûr vis-à-vis du travail. Et c'est ça qui est un peu... On est toujours dans l'optique du travail, mais bon, je pense à autre chose aussi. Je comprends que c'est des revenus, que c'est... Mais bon, déjà, comme je disais, hein, il faut déjà un peu se trouver soi, quoi, pas... voilà. Je vais dire, parce que bon, moi, c'est des choses de cette... comment dire, qui me conviennent pas, quoi. Comment ça se passe? J'ai pas envie d'être tiraillé, voilà, c'est ce que je veux dire, quoi, voilà. Oui, tu as envie de trouver les bonnes conditions, enfin, pour trouver un travail, mais dans de bonnes conditions. Oui, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais après, je trouve que parfois les gens ne sont pas, quand il s'agit de travail ou d'une situation, ils savent quand même quand
qu'en changer, quoi. Je veux dire, ils peuvent être désagréables parce que, je sais pas, parce que c'est la situation qui s'y prête, voilà, c'est... Voilà. On correspond... Voilà, on correspond quand même avec ce genre de choses, sinon les gens ne comprennent pas, quoi. D'accord. On n'a pas envie de... Voilà. En tout cas, je suis Je bien sais pas d'accord. si c'est très clair, je sais que... Mais j'essaie de l'expliquer, je l'ai dans ma date, mais c'est pas évident. quoi, merci. voilà. Merci. Ce que je retiens, c'est que, et je suis d'accord avec toi, effectivement, le travail, c'est pas tout dans la vie. Il y a plein d'autres choses qui sont très importantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était spécifiquement la question du travail qui m'intéressait parce que du moins dans mon environnement, c'est quelque chose qui est énormément mis en avant. Bien sûr, Et je trouve que quand on est en dehors du monde du travail, c'est pas évident en fait à assumer et alors on a beau expliquer et à justifier et à dire qu'on peut pas travailler, on nous renvoie toujours vers ça en fait. Pourquoi tu travailles pas, qu'est-ce qui... Voilà, et ça je trouve c'est usant en fait de devoir se justifier en permanence. Après je suis en train de parler et je me dis je sais pas si c'est mon entourage ou moi qui me juge le plus sévèrement sur ce point. Non, je pense que l'entourage, moi quand je travaille pas, soit j'en parle pas, soit je mens. Ah oui, tu mens ? Oui. Ah, c'est intéressant, dis-nous en plus. Comment tu fais ? Je dis pas que j'ai arrêté de travailler dans l'entreprise où j'étais jusqu'à présent. D'accord. Bon, après, je mens 6 mois, j'arrive pas à mentir beaucoup plus longtemps. En tout cas, avec les gens que je connais pas, c'est clair que je mens. Ceux que je sais que je veux pas revoir. D'accord. Voilà. Ah oui, donc toi, tu Quand éludes les la gens- question comme ça, quoi. C'est quand on te demande qu'est-ce que tu fais, tu mens. Tu dis, j'ai... Déjà, j'essaye de pas répondre, pas Ouais. forcément de mentir tout de suite. Enfin, c'est un peu compliqué, mais au fur et à mesure des années, j'ai appris. Voilà. Les gens qui me parlent trop de travail, je pense que c'est des cons et que Ok. je vais pas les fréquenter très longtemps. S'ils ont juste, si la seule question qu'ils ont à me poser, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, je me dis que je vais pas pousser plus loin. Mes parents, c'est un sujet tabou. Faut pas trop que j'en parle. Tout ce qui est bénévolat, ça provoque pas l'enthousiasme, mais je pense parce qu'ils sont, c'est mes parents et qu'ils s'inquiètent un peu sur mes moyens d'existence quand ils seront plus là. Mes amis, eux, quand je leur parle de mes soucis, ils me disent ils sont peut-être un peu plus importants chez toi, ces problèmes, mais pour le travail, c'est pas quelque chose de drôle. Faut faire un truc qui plaît, mais il y a forcément des moments pas drôles. Donc je sais pas s'ils comprennent pas ou s'ils essayent de m'expliquer que le travail c'est dur pour tout le monde. Donc en règle générale, quand je vais vraiment pas bien et que j'en parle, quand c'est un peu mon obsession, je sais qu'il faut pas que je reste très longtemps chez mes amis parce que je vais les embêter. Et puis en règle générale, oui, j'essaye de parler d'autres choses avec mes amis. Ouais, pas de parler Parce du qu'ils travail. sont un peu moins que mes parents, mais ils sont quand même un peu... Je pense que ça les renvoie à leurs propres angoisses de comment ils pourraient faire s'ils avaient plus de travail. C'est vrai que beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui se définissent par le travail qu'elles exercent et si elles l'avaient plus, elles ne sauraient pas quoi faire. Et c'est vrai aussi que le monde du travail, c'est difficile pour presque tout le monde, je crois, et que beaucoup de gens ont des difficultés, et qu'il y a aussi un mal-être au travail. Mais c'est vrai que nous, on a cette petite spécificité avec les troubles psychiques d'avoir des difficultés, on va dire, supplémentaires. Oui. Après, il y a Ou t'es différents... pas d'accord? Si, on a des difficultés supplémentaires, mais là où je pense que quand j'ennuie mes amis ou mes proches, c'est quand on me demande qu'est-ce que tu fais et que je dis rien. Parce que j'ai aussi des phases où je ne travaille pas, mais à l'époque j'avais fait du kung-fu et je prenais des cours de dessin, et ça m'occupait, et ça me passionnait. Et donc quand je voyais mes amis qui me demandaient qu'est-ce que tu fais en ce moment, je leur disais pas rien. Je leur disais ouais, je dessine et je fais du kung-fu, voilà, j'arrivais à parler de ce que je faisais. Ce que les gens ne supportent vraiment pas, c'est quand on dit qu'est-ce que tu fais et que tu dis rien. Et je trouve que c'est aussi insupportable pour moi de me définir comme ne faisant rien alors que je fais plein de choses. Je lis, mais ce
que j'ai l'impression que ce que les gens attendent, c'est pas forcément que j'ai un travail, mais que j'ai quelque chose qui me rende tenace ou quelque chose qui me pas qui me passionne, mais qui m'occupe, quoi. Oui, tu es pas dans l'oisiveté la plus totale à te rouler, je sais pas, sur ton canapé toute la journée, Ouais. quoi. Et je pense que les gens, ce qu'ils supportent pas, c'est quand je leur dis qu'est-ce que tu fais en ce moment et je leur dis rien. Ça, je pense que ça passe pas. Même pour moi. Oui, parce qu'il y a une sorte de... Enfin, dire je ne fais rien, c'est dire qu'il y a du néant, enfin, que c'est un Mais vide, je pense quoi. que c'est la maladie qui fait ça. Parce que quand je suis malade, j'ai vraiment l'impression d'être... Même si ça a même pas forcément... ça a même pas forcément quelque chose à voir directement avec le travail. Quand je suis malade, j'ai l'impression d'être un boulet pour les gens, de les ennuyer, de pas être intéressant. Donc c'est pas forcément que le travail, c'est aussi ma manière de me percevoir moi. Donc la réaction des gens, je l'ai jamais trouvée incompréhensible. Et le fait qu'ils me disent toujours bah travail, ça m'a plutôt permis de prendre sur moi et de retourner au charbon régulièrement. D'accord, donc toi, c'est une incitation qui te fait du bien. Elle n'est pas forcément agréable à entendre, Ouais. mais elle fait son chemin et elle provoque des changements. Ouais. Ouais. D'accord, ok. On va méditer sur tout ça. Je réfléchis à comment terminer sur une autre note, parce que si on termine en disant qu'il faut dire aux personnes qui ont des troubles psy, bah travaille. Ouais. J'essaie de trouver une autre issue, aidez-moi. Moi, j'ai remarqué Camille, qui s'occupe de l'atelier dessin, elle a une AAH Oui. et elle est bénévole et quelque part, elle rend ce qu'on lui paye à la société. J'aime bien cette vision, moi, de rendre par du Oui. bénévolat à la Oui. société. Ça me plaît beaucoup et j'ai l'impression qu'on parle... Moi, par exemple, c'est beaucoup d'angoisse et je crois que j'aurais moins d'angoisse dans le bénévolat et que ça permet aussi de faire quelque chose de plus progressif pour travailler. Parce qu'on est un être social et on a besoin d'être utile à la société. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, Martin. Oui, Pour Alexandre. répondre justement, pour t'aider un peu aussi par rapport à ça. Oui, je suis aussi bénévole à la SPA de Strasbourg. Et oui, c'est par rapport au bénévolat, ce qu'on disait. Et c'est vrai que je trouve qu'il faudrait aussi s'accepter comme on est. Je veux dire, faudrait pas essayer de ressembler à ça, à cette société. Je veux dire, après, parce que si nous on dit beaucoup, moi ok, j'ai un statut handicapé et tout ça, mais je me considère pas comme machin, enfin, je sais pas, j'ai des soucis, voilà. Moi je me dis surtout, je fais avec, évidemment, des choses qui sont pas évidentes, mais voilà, mais faut pas se comparer. Je trouve qu'on se compare trop à cette société, en fait. C'est ça, en fait. Voilà. Je sais pas si c'est bien. C'est bien comme ça. très bien, merci. Je trouve que c'est un bon moyen de finir cet échange, que de se dire qu'on est tous différents, qu'on doit tous trouver notre place dans la société et c'est pas très grave si on rentre pas forcément dans un moule stéréotype classique comme le voudrait tout le monde et peut-être aussi qu'on on essaie, quoi. C'est ce que je retiens aussi de l'échange, c'est des expériences à droite, à gauche, pas quelque chose de linéaire, quoi. Oui. Ouais, ok. Je vous remercie, tous les trois, enfin Merci. 4 avec François. C'est nous, hein. C'est moi. Ok, très bien. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.